Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h. Découvrons ensemble les titres de l'actualité de ce dernier mercredi de l'année. Les équipes de la Sûreté publique se préparent à un réveillon sous Covid. Elles auront pour mission d'assurer la sécurité de la population, mais d'opérer aussi des contrôles pour veiller au bon respect des mesures sanitaires. Le contrôleur général en charge de la direction de la Sûreté publique, Richard Marangoni, nous dévoilera le dispositif prévu. Cette fin d'année s'accompagne de conditions météorologiques particulièrement agréables et de températures extrêmement douces, des températures assez hors normes pour la saison. Le prévisionniste Olivier Proust de Météo France nous expliquera à quoi est dû ce phénomène et surtout si cela va durer. Les vacances de fin d'année sont bien souvent synonymes de sport de glisse, surtout dans la région où nous ne sommes qu'à un peu plus d'une heure des premières stations de sport d'hiver. Après une année blanche l'an passé pour cause de Covid, il faut être prudent et bien s'équiper. Une reprise du ski en toute sécurité, ce sera l'enquête de ce journal. Coup de projecteur également sur un métier qui s'était un peu perdu mais qui reprend des couleurs. Nous avons rencontré un maître cireur. Vous le verrez, sa profession est un véritable art. Mais pour débuter ce journal à J-2 du réveillon du Nouvel An, la Sûreté publique est sur le pont. Il s'agit traditionnellement d'une soirée où les effectifs sont renforcés en raison des rassemblements et des festivités qui sont liées à la Saint-Sylvestre. Alors cette année, compte tenu du contexte et des mesures sanitaires en vigueur, la donne a un peu changé, mais il n'en reste pas moins que la sécurité de la population est toujours le mot d'ordre. Le contrôleur général en charge de la direction de la Sûreté publique est notre invité. Bonsoir Richard Marangoni. Bonsoir Patricia. Quel sera le dispositif mis en place pour la soirée du réveillon du Nouvel An ? Deux grands types de mesures. Des mesures liées à l'activité judiciaire pour lutter contre la délinquance et ensuite bien sûr une activité liée à la pandémie pour l'application et le contrôle des mesures sanitaires. Est-ce que ce dispositif est chiffrable ? On sait combien d'hommes et de femmes seront sur le terrain ? Alors en termes de chiffres, on est toujours prudent en matière de sécurité, on ne donne pas forcément les chiffres, mais je peux vous dire que ça sera entre 80 et 100 personnes. Est-ce qu'il y aura un contrôle aux frontières comme l'an passé ou ce n'est pas à l'ordre du jour parce que les conditions ne sont pas exactement les mêmes ? Je peux vous confirmer qu'il n'y aura pas de contrôle aux frontières. En revanche, il y aura des contrôles intramuros, bien sûr, sur notamment le port du masque. C'est important. Le regroupement de plus de 10 personnes qui a été interdit également. Et ensuite, nous aurons un certain nombre de mesures de contrôle, bien sûr, qui ont trait aux établissements publics, tels que, bien sûr, le pass sanitaire, l'interdiction d'activités de discothèques, de danse, la cessation de toute ambiance musicale après 1 heure. Voilà, un certain nombre de mesures qui ont été dictées et que, bien sûr, nous contrôlerons. Pour ce qui concerne les établissements festifs, dits festifs, les restaurants, comment les avez-vous sensibilisés ? Nous avons mis en œuvre 2 flyers que je peux vous montrer ici à l'écran, qui concernent toutes les mesures qui ont été dictées pour cette soirée précisément du 31 décembre, mais même au-delà. Et nous les avons distribués à tous les établissements publics, afin que d'une part, nul n'en ignore, et d'autre part, que chacun puisse bien sûr les assimiler, bien les appréhender, pour les mettre en application plus facilement pour cette soirée du 31 décembre. Donc j'ai des équipes qui sont passées dans tous les établissements et qui ont apporté toutes les explications nécessaires pour la mise en œuvre de ces instructions. Mais vous aimez effectivement souvent le répéter, vous êtes dans un état d'esprit qui privilégie la prévention, avant toute chose. Depuis le début de l'année, notamment en matière du respect du port de masque, nous avons procédé à plus de 60 000 observations et nous avons procédé à 9 000 verbalisations. Donc cela tend à montrer que nous sommes toujours dans une démarche de pédagogie, d'aide et d'assistance à la population, d'ailleurs à laquelle je suis très attaché. Et cette population, comment réagit-elle, puisque l'on sait que la Covid-19, c'est un point de crispation, Je pense que pour cette période de fête, en tout cas, on a une population qui est réceptive, on a des professionnels, des commerçants qui sont réceptifs. Le dialogue, je dirais, est toujours très constructif.
positif. Donc je n'ai pas noté de difficultés spécifiques pour cette période festive. Comment les personnels de la sûreté publique traversent-ils cette crise sans précédent et dont on ne voit toujours pas la fin ? Nous avons un surcroît de charges, de pénibilité, et c'est vrai que les personnels sont assez fatigués. Et puis, comme tous les autres services et toutes les autres administrations, on doit gérer aussi en interne certains cas, bien sûr, positifs. Donc, en termes de management, on doit s'adapter en permanence. Mais je tiens à saluer l'état d'esprit et l'investissement des personnels qui, tout au long de cette année notamment, se sont particulièrement investis à telle enseigne que, ce n'est pas l'objet de ce jour, mais je serai amené à annoncer dans quelques jours, quelques semaines, les résultats de notre activité pour l'exercice 2021. Et sans trahir un très grand secret, je peux d'ores et déjà annoncer qu'ils sont globalement bons. Voilà, des chiffres à venir très positifs et l'on s'en félicite. Richard Marangoni, merci d'avoir répondu à nos questions à 2 jours du réveillon du Nouvel An. Merci Patricia, merci beaucoup. Bonne soirée. Et je saisis donc l'occasion pour vous rappeler les principales mesures anti-Covid prises pour la soirée du réveillon à Monaco. Pas de rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique, interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique également, pas d'activité de danse et de karaoké dans les établissements et pas de consommation debout. Il n'y aura pas de célébration sur la place du Casino ou au Port Hercule à minuit. Passons au premier point info de ce journal avec Julia Vial et une triste nouvelle pour débuter. Le sport monégasque est en deuil. Francis Boisson, le doyen des Olympiens, est décédé. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. Francis Boisson s'est éteint à l'âge de 93 ans. Ce monégasque a représenté les couleurs de la principauté aux Jeux Olympiques d'été de Rome en 1960 et de Munich en 1972 en tant que sportif. Carabine 3 positions. Il a aussi accompagné la délégation monégasque à Montréal en 1976 où il fut le porte-drapeau. Francis Boisson a consacré toute sa vie au sport monégasque, puisqu'il était également trésorier général du comité olympique pendant plus de 30 ans, Patricia. En 2016, le souverain lui avait rendu un bel hommage en lui remettant la médaille d'or du comité olympique monégasque. Le gouvernement a annoncé lundi une campagne de dépistage massive auprès des élèves et des salariés de la principauté à la rentrée. Les autotests viennent d'arriver aujourd'hui à la caserne des Carabiniers. Le gouvernement lance ce lundi 3 janvier une campagne de dépistage massive basée sur le volontariat auprès des écoliers et des salariés. La distribution des autotests destinés aux écoles a commencé, Patricia, aujourd'hui avec le concours de la force publique chargé d'assurer les livraisons auprès de chaque établissement scolaire de la principauté. Je vous rappelle que ce sont plus de 10 000 autotests qui seront ainsi mis à disposition. Concernant les salariés, 50 000 autotests ont également été réceptionnés et seront mis à disposition des employeurs au moyen d'un téléservice. L'objectif de ce dépistage volontaire est de casser rapidement les chaînes de contamination grâce à la détection des personnes positives dès le premier jour de la rentrée. Et puis l'on a appris aujourd'hui, Julia, que le ministre d'État, Pierre Dartout, a été testé positif à la Covid-19. Le ministre d'État Pierre Dartout ainsi que plusieurs membres de sa famille ont été testés positifs à la Covid-19 à leur retour de vacances dans les Alpes. Actuellement à l'isolement, conformément au protocole en vigueur en principauté, M. Dartout et sa famille se portent bien. L'agenda du ministre d'État sera aménagé afin qu'il poursuive à distance ses activités. Les rencontres prévues à la rentrée seront organisées en conséquence, Patricia. Merci Julia pour ce premier point info. En pleine période de vacances scolaires, beaucoup ont fait le choix cette année de renouer avec les joies du ski et de la glisse plus généralement. À Monaco, il est même possible de s'adonner au sport d'hiver le temps d'une journée seulement, plusieurs stations étant proches de la principauté. Et puis la saison avortée l'an passé en raison de la Covid-19 a contribué à créer un manque aussi.
Quoi qu'il en soit, la reprise doit se faire avec prudence. Les accidents de ski peuvent entraîner des blessures plus ou moins graves. Voici de précieux conseils de sécurité recueillis par Yannick Debévert et Alexa Vial auprès d'un spécialiste. Avec plus de 140 000 blessés par an dans les domaines skiables français, les sports de montagne figurent parmi les plus dangereux. Des skis au casque, il est très important d'avoir le matériel adapté à vos pratiques et surtout à la bonne taille. Pour les skis. Si je prends mon exemple à moi, si je suis débutant, il va me falloir une taille de ski qui va arriver à peu près au niveau de mon menton. Ensuite, si je suis intermédiaire, ce sera plutôt au niveau de mes sourcils. Et si je suis confirmé, ce sera plutôt au niveau du haut de mon crâne. Le pourquoi, c'est que grosso modo, plus on a des skis petits, plus c'est facile de pouvoir se diriger avec ces skis-là. Et à l'inverse, plus on a des skis longs, plus ça nous permet d'être rapide sur les skis. Le casque. En termes de taille, ce qui reste aussi très très important, ce sera la taille du casque. Donc nous, on a des casques qui sont vraiment réglables et ajustables. Généralement, c'est des tranches qui vont par 3 cm. Et on a un outil qui nous permet de mesurer le tour de tête, qui reste très très important en termes de protection. Et globalement, pour les enfants, en fonction de leur croissance, moi je préconise vraiment de changer le plus régulièrement possible. Là, pour le coup, on touche à de la sécurité, donc s'il y a bien quelque chose avec lequel on ne doit pas jouer, c'est ça. Au-delà des précautions à prendre au niveau météo, la pratique du hors-piste requiert des équipements supplémentaires indispensables. Alors ça, c'est le détecteur ultime d'avalanche. En gros, tous ceux qui font du hors-piste, c'est une obligation d'avoir un ARVA parce que pour le coup, la priorité, c'est d'être le plus rapidement trouvé. Et dès qu'il y a une chute hyper importante, ça émet un signal pour que les sauveteurs puissent arriver le plus rapidement possible en hélicoptère. Donc ça, en termes d'avalanche, c'est un piquet qui va permettre de pouvoir aller en profondeur pour savoir à peu près à quelle profondeur peut se situer une personne. Donc ça, pareil, c'est un équipement complémentaire avec l'ARVA qui permet de gagner énormément de temps. Cette saison hivernale se déroulera avec l'obligation du port du masque dans les stations. Un accessoire pas forcément évident à combiner avec tout le reste. Nous, on va faire appel à un fournisseur extérieur pour pouvoir référencer et proposer un masque de ski anti-Covid pour les clients parce que c'est vrai que c'est quand même assez problématique d'avoir un masque plus tout un équipement de froid et de devoir enlever systématiquement. Donc d'ici normalement une quinzaine de jours, on aura un produit qui répondra à cette demande-là dans le magasin. Avoir un bon matériel vous évitera certaines blessures, même si un accident est vite arrivé. Veillez donc également à bien respecter les consignes de sécurité de chaque piste pour profiter pleinement de votre séjour et ne pas faire rimer vacances avec urgence. Il n'y a plus de saison, une petite phrase que l'on entend fréquemment. Et c'est vrai que ce soit en été ou même en hiver, nous assistons à des hausses régulières de température. Ce mois de décembre est d'ores et déjà considéré comme l'un des mois de décembre les plus chauds que l'on ait connus. À quoi est dû ce phénomène et cela va-t-il durer ? Pour répondre à ces questions, un spécialiste, le prévisionniste de Météo France, Olivier Proust. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est une légende urbaine qui est en train de s'écrire ou vous nous le confirmez, les températures sont anormalement chaudes pour la saison? Alors dit comme ça, non, c'est pas une légende. Effectivement, il y a des endroits en France où il fait anormalement chaud. On atteint des records, tant de minimales que de maximales en journée. On atteint des températures de l'ordre de 20 à 20 degrés, ce qui constitue des records vers le golfe du Lion. Mais ce n'est pas partout. Alors, et pour ce qui concerne la Riviera et Monaco plus particulièrement, ce sont des températures somme toute normales? Alors elles sont légèrement douces pour la saison, en étant tout à fait raisonnables. On n'a pas cette douceur indécente qu'on peut avoir dans plusieurs endroits de la France. Alors c'est dû en fait au flux maritime. La Riviera, elle est vraiment à l'est du pourtour méditerranéen français. Alors on a tous les vents de terre qui prennent dans le golfe du Lion, qui longent les côtes varoises. Et par contre, en allant un peu plus à l'est, la Côte d'Azur puis la Riviera, on a des vents d'origine marine qui nous maintiennent un air tempéré. Mais il y a donc des régions de France, et peut-être même plus généralement sur l'Europe, qui aujourd'hui enregistrent des températures qui sont vraiment douces?
Alors tout à fait, le focus c'est vraiment sur la France actuellement. On a eu une perturbation hivernale active avec un secteur chaud particulièrement doux en fait et qui est arrivé sur la France hier et cette nuit et donc on s'est levé ce matin avec des températures vraiment incroyables avec des 14-15 degrés en fin décembre sur le nord de la France. On est, je vous le répète, vers des records pour ces endroits-là. Alors, vous nous avez parlé des vents, effectivement, qui influent sur la Méditerranée et donc qui jouent favorablement pour Monaco. Mais sur ce phénomène plus général en France, comment l'expliquer ? Les températures qu'on va ressentir en journée vont être essentiellement dues à cette douceur dans les basses couches de l'atmosphère, saturée. C'est une douceur sans soleil. C'est une douceur sur toutes les basses couches de l'atmosphère, donc qui s'imprime jusqu'au sol et qu'on va retrouver. Alors, chez nous, sur la Côte d'Azur et plus particulièrement à Monaco, c'est le plein soleil. Le fond de l'air est pas si frais que ça, mais on a ce petit vent qui vient de la mer et qui va nous maintenir des 16-17 degrés, une douceur tout à fait raisonnable. Mais sur ce phénomène global, quelle est la part du changement climatique dans cette température très haute pour la saison ? Il y a un effet ou pas, changement climatique ? On a déjà eu de telles températures par le passé, par exemple en 1961, et puis même en revenant beaucoup plus tôt au début du siècle dernier, on a pu observer des températures équivalentes. En revanche, avec le réchauffement climatique, ce qu'on réalise, c'est qu'on va avoir une probabilité plus importante de l'occurrence de tels phénomènes. Oui, parce que plus généralement, lorsque l'on parle régulièrement depuis quelques années d'été le plus chaud que l'on ait connu, aujourd'hui le mois de décembre, il y a une vraie hausse globale mesurable. Si vous voulez, le mois de décembre phénoménal, c'était en 2015, c'est pas du tout 2021. Si on regarde à l'échelle de la France, on a quoi ? On a 1 voire 2 degrés d'anomalie sur le mois, ce qui n'est pas fantastique, alors que par exemple en 2015, on a vu 5 ou 6 degrés. Alors c'est le réchauffement, mais il faut cette circulation météo qui va favoriser des températures élevées. Même avec le réchauffement, quand le vent il viendra du nord, on aura froid. Et très égoïstement, justement, une dernière question pour ce qui nous concerne sur la Riviera. Est-ce que cela va durer ? Alors, ce qui va se passer, c'est que ce soleil qu'on va avoir clairement à l'intérieur des terres pourra être un petit peu menacé par ce qu'on appelle les entrées maritimes, que les gens de la Côte d'Azur connaissent bien. Ces entrées maritimes dues à ce vent qui vient de l'origine de la mer, qui a pour origine la mer et qui va constituer des stratus, ces nuages gris tenaces le long des côtes, et il faut s'échapper vers l'intérieur pour retrouver le soleil. Très bien, merci beaucoup Olivier Proust d'avoir accepté notre invitation pour cet éclairage sur ces douces températures que nous connaissons en cette période de fête de fin d'année. Merci, au revoir. C'était un métier oublié, mais qui se réinvente à Monaco. Maître cireur est un véritable art. Il s'agit aujourd'hui de remettre au goût du jour la profession et de la démocratiser, comme vous allez le découvrir dans ce reportage signé Vanessa Dessy et Thomas Deus. C'est un univers dédié uniquement aux hommes. Massage, coiffure, soins du visage, barbier, mais Sogent, c'est surtout un tout nouveau concept VIP de cirage de chaussures. Quand je suis arrivée donc, au salon de coiffure au Monte Carlo Bay, où j'ai travaillé plusieurs années là-bas, et en fait il manquait, je voyais les hommes qui étaient discrets. Donc j'ai dit pourquoi pas de créer en fait un barbier pour que les hommes soient plus tranquilles. On fait plusieurs prestations, dont la coupe, la barbe, bien sûr le cirage de chaussures. Et le cirage de chaussures, c'est tout un art et nécessite un travail méticuleux. Crémage, hydratation, recoloration, entretien, Damien réinvente le métier de cireur en principauté. Il est prêt à valoriser la profession et à casser les stéréotypes qui lui sont liés. Et c'est en faisant de la cordonnier que j'ai appris vraiment à connaître ce métier de cireur qui existait mais qui était oublié. C'est un métier passion, si on ne le fait pas, si on n'aime pas ce qu'on fait, parce que le cuir nous parle. Et il y a un côté artistique totalement. Je crée des patines, donc des patines, je peux démarrer sur une paire de chaussures nude, donc non traitées, et le client vient me voir et me demande en fait la personnalisation de la chaussure, donc c'est-à-dire choisir la couleur, les dégradés, et en fonction de ce que monsieur demande ou madame, je lui fais une chaussure vraiment unique et personnalisée. Cire, patine, glaçage, chaussures, sacs, ceinture, blouson, entre les mains expertes de Damien, maître cireur, les cuirs reprennent vie. Julia Vial est de retour avec des informations pratiques portant sur des travaux de voirie qui débuteront
en début de semaine prochaine. En effet, Patricia, 3 zones seront en travaux dans la Principauté. Du 3 janvier au 18 mars, le boulevard du Larvoto sera mis en sens unique pour des travaux de voirie et de réseaux divers. Ensuite, du 3 au 9 janvier, des travaux de nuit auront lieu sur l'avenue Princesse Grace. La circulation sera régulée grâce à un homme trafic. Et pour finir, du lundi 10 janvier jusqu'à fin mars, l'ascenseur public du jardin exotique sera fermé. Une navette de remplacement sera mise en place durant toute cette période. La 8e réunion des parties à l'accord Pelagos s'est tenue à la mi-décembre. Monaco a transmis la présidence de l'accord à l'Italie. Assurée depuis 2017 par Cyril Gomez, la présidence a été transmise à Carlo Zaghi. Le prince Albert II a souhaité à cette occasion adresser aux représentants des 3 États membres un message de soutien aux nombreuses actions de l'accord, rappelant ainsi l'importance de la coopération internationale dans le domaine de la protection marine. Par ailleurs, un plan de gestion et un plan d'action ont été adoptés. Ils vont permettre la création du fonds volontaire Pelagos qui permettra de mieux financer les activités de l'accord dans les prochaines années. Une idée de sortie à noter dans vos agendas. Nina Attal se produira le 6 janvier dans le cadre des Thursday Live Sessions au Grimaldi Forum. Nina Attal est une jeune prodige de la guitare et cela fait plus de 10 ans, Patricia, qu'elle trace sa route sur la scène blues rock française et européenne. Une grosse décennie au cours de laquelle la jeune artiste a enregistré 4 albums, dont le dernier en date, Pieces of Soul. Après un virage R&B sur Jump, Nina Attal revient aux sources avec une douzaine de compositions. L'entrée est gratuite pour ce concert qui aura lieu donc le 6 janvier au Grimaldi Forum. Une autre idée de sortie valable dès à présent cette fois. Nous vous faisions découvrir lundi l'exposition du quai Antoine Ier, Conquête Pacifique. À la Villa Paloma, c'est l'exposition Tremblement qui est actuellement à découvrir. Une plongée dans les collections du nouveau Musée national de Monaco. Récit d'Émilie Rousseau sur des images de Sylvain Péroumal. Il s'agit de la première exposition sous la direction de Björn Dahlström. Avec Tremblement, le directeur du NMNM voulait assurer le relais avec son prédécesseur, Marie-Claude Beau, et rendre hommage à sa politique d'acquisition. À travers celle-ci, les artistes nous appellent à une prise de conscience, à renoncer à certaines certitudes sur des questions d'actualité. Il pose les bonnes questions. Il n'apporte pas forcément de réponse, je le disais plus tôt, mais il pose des questions via leur propre langage, et qui est souvent un langage extrêmement sensible, extrêmement pénétrant, qui résonne chez certains et pas d'autres. Il y a une pluralité de voix. Justement, quand je parlais d'exposition chorale, c'est aussi de réunir diverses voix qui rendent compte de cette actualité globale. Et je pense que c'est par les artistes qu'on est le mieux touché par des questions parfois les plus prosaïques, les plus violentes, les plus essentielles. Je pense à l'identité, je pense au genre, je pense à beaucoup de questions qui sont soulevées dans cette exposition et qui sont appréhendées de manière extrêmement subtile, très personnelle et très touchante souvent. Tremblement met en valeur la sensibilité des artistes. Ici, l'œuvre de Sylvie Bochet, A More Perfect Day, inspirée du discours de Barack Obama à Philadelphie en 2008, lorsqu'il n'était pas encore président des États-Unis. Des mots à la fois forts et fragiles, prenant position sur la question extrêmement sensible des races. La puissance de ce texte, c'est qu'il essaye de parler au-delà justement des questions de race et de couleur, et qu'il essaye de construire, en tout cas qu'il rêve de quelque chose de plus apaisé. Véritable expérience esthétique contemporaine, Tremblement nous permet de réaliser l'audace et la liberté du NMNM dans ses acquisitions. C'est un vrai plaisir pour moi de faire partie de cette collection qui est quand même prestigieuse. Et surtout, c'est un musée qui prend grand soin des œuvres et de les montrer avec une dimension qui correspond aux ambitions des artistes. Donc c'est toujours un plaisir d'être là. Cette exposition est également l'occasion de redécouvrir le film d'Arthur Jaffa, The White Album, primé par la Fondation Prince-Pierre, mais également distingué d'un Lion d'Or à la Biennale de Venise en 2019. L'exposition Tremblement, c'est jusqu'au 15 mai à la Villa Paloma.
Le prévisionniste Olivier Proust nous le disait il y a quelques instants, la douceur des températures devrait se poursuivre encore un peu, mais plus généralement, à quel temps pouvons-nous nous attendre demain jeudi, Julia ? Il fera plutôt beau, Patricia, même si au vu des prévisions, je ne peux pas vous garantir un grand soleil durant toute la journée. En effet, le ciel sera par moments partiellement couvert. Du côté des températures, ça grimpe encore un peu, comme vous l'a confié votre invité Olivier Proust. La douceur est bien au rendez-vous en ce mois de décembre. Les températures seront comprises entre 12 et 18 degrés. Ce jeudi 30 décembre célébrera la Saint-Roger. Ce journal s'achève, nous allons nous quitter avec la série de photos de fin d'édition. Elles sont consacrées aujourd'hui à de jeunes rugbymen de Monaco qui s'apprêtent à vivre une expérience inoubliable en Afrique du Sud où ils vont intégrer une école de sport-études pour se perfectionner et ils seront au cœur d'un reportage à découvrir demain à 19h dans le journal que j'aurai le plaisir de vous présenter. Très belle soirée à vous.